Bonjour, bonjour les amis, bonjour les fidèles. Alors, une petite vidéo, ça fait quelques jours, une petite dizaine de jours que je ne suis pas, nous ne sommes pas intervenus. Je vais en dire un petit mot. Là, on va faire une petite cartouche, une série de cartouches, une rafale, on va dire du mal de plusieurs personnes. Et donc, l'actualité le mérite. Alors, le petit préalable que je voulais faire, c'est que pour l'instant, les vidéos militaires sont suspendues. Après concertation avec Hervé Carès et avec Alexandre Robert, qui nous rejoint de temps en temps, on a constaté que l'actualité ne le méritait pas. C'est-à-dire qu'en ce moment, le front est calme, les Russes continuent leur guerre d'attrition. L'actualité renvoie plutôt à ce qui se passe au plan international, aux rodomontades de notre cher kéké national, celui qui est installé à l'Élysée, les autorisations données par l'Occident, par l'OTAN et par les États-Unis en particulier, de frapper la Russie dans la profondeur avec les missiles qui ont été fournis, décision qui est lourde de risques. Surtout que s'imaginer que les Russes ne vont pas réagir, c'est véritablement ou bien faire preuve d'une totale imbécilité, ou bien prendre le risque. Pour ce qui me concerne, ceux qui me lisent, ceux qui vont sur les réseaux, ceux qui suivent le blog, et je vous invite à le faire. Hein, c'est un ensemble ce que je propose, ça s'appelle Vue du droit, mais il se décline sur les réseaux sociaux, il se décline par un blog qui est déjà assez ancien, qui a une bonne dizaine d'années, et il se décline aussi par cette chaîne vidéo. Alors, l'actualité militaire ne nécessite pas des interventions aussi régulières que celles que nous avions produites jusqu'à présent. Nous restons bien évidemment disponibles et vigilants, et il n'est pas impossible que nous passions à l'enregistrement de vidéos qui élargissent un peu le propos sur l'histoire militaire, parce que j'ai affaire, avec mes deux partenaires, j'ai affaire à des spécialistes, et puis il y a effectivement des leçons à tirer de l'histoire. J'ai publié sur Vue du droit une intervention de Larry Johnson, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui fait référence à la bataille de Borodino ou de la Moscova, si on est français, au moment de la campagne de Napoléon en Russie, pour en tirer des conclusions valables aujourd'hui. Il dit: l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. C'est son expression. Je vous y renvoie là aussi. Bien, donc ne vous inquiétez pas, on continue, soutenez-nous, soutenez-moi, les likes, les partages, c'est très important, le soutien matériel aussi, c'est précieux parce qu'il y a toujours des besoins, en particulier en ce qui concerne le matériel. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau PC, j'étais passé au Mac pour les vidéos, mais le PC est également très important. Et donc voilà, je vous sollicite aussi sur la dimension matérielle, et je vous remercie, je remercie ceux qui font preuve de générosité. Donc voilà, pour ce qui concerne ce petit préalable, maintenant je vous propose qu'on passe aux cartouches et on passe aux cibles que j'ai décidé d'honorer cette semaine. Alors, quand j'ai utilisé l'expression honorer, elle était à double sens. Honorer, c'est-à-dire, on va dire du mal d'un certain nombre de personnes, mais également honorer, c'est honorer des mémoires à l'occasion de cette période qui va être riche en commémorations. Emmanuel Macron adore ça. Il paraît qu'il en a réalisé depuis les débuts de son premier mandat 26 contre 5 à Nicolas Sarkozy et 3 à François Hollande. Vous me direz, François Hollande, il valait mieux qu'il ne sorte pas trop, d'abord parce qu'il pleuvait, et à chaque fois, il était complètement ridicule, complètement étranger à la cérémonie qu'il était chargé de présider. Alors là, celui que je voudrais honorer, c'est Vassili Tchouikov, qui est un des maréchaux de l'Union soviétique et qui présente plusieurs caractéristiques. Je souhaite l'honorer parce que, compte tenu de ce que Emmanuel Macron a décidé pour les commémorations du 6 juin, je pense que, pour moi, à ma place, modeste où je suis, la réponse, c'était de mettre en avant ce personnage. C'est pas le chef le plus connu de l'armée rouge,
de cette Deuxième Guerre mondiale. C'est pas lui qui a eu le plus d'honneur, il en a un particulier sur lequel je vais revenir. Vassili Tchoukov était le commandant de la 62e armée, celle qui a traversé la Volga pour venir dans la ville de Stalingrad. Tchoukov est resté dans Stalingrad pendant 3 mois. Il a tenu, il était à, parfois, son état-major était à moins de 100 mètres du front, et il a tenu, c'était les ordres qu'il avait reçus, il a tenu avec ses hommes cette ville, ce qui a permis, le 19 novembre 1942, le déclenchement de la fameuse contre-offensive Uranus, qui a permis d'enfermer la 6e armée de Paulus dans une tenaille et de la détruire. Donc, c'est quelque chose de tout à fait mémorable. C'est la plus grande bataille de l'histoire que la bataille de Stalingrad. Nous, bien évidemment, on méprise ça. Emmanuel Macron a d'abord décidé d'inviter les Russes. C'était pas une question simple, je le reconnais, compte tenu du fait que nous leur avons déclaré la guerre. Il leur a déclaré la guerre personnellement. Mais pour autant, quelques jours auparavant, dire finalement euh, ils ne seront pas invités, et à la place, nous allons inviter M. Zelensky, qui dirige un pays qui rend hommage en permanence aux néo-nazis ukrainiens, qui étaient ceux qui gardaient les camps, qui étaient ceux qui amenaient aux Einsatzgruppen les Juifs à massacrer, qui étaient ceux qui s'étaient embauchés dans la Wehrmacht et dont certains étaient dans le mur de l'Atlantique et ont participé, par exemple, ont participé à l'accueil des GIs sur Omaha Beach. Donc, effectivement, pour les Occidentaux en général et M. Macron en particulier, c'est la place de ces Ukrainiens-là qui est sollicitée pour les commémorations. Alors, je reviens à Tchoukov. Tchoukov, sa 62e armée a été rebaptisée en hommage à ce qu'elle avait fait, la 8e armée de la Garde. Il a participé à toutes les campagnes postérieures, et en particulier à Bagration, et il est rentré parmi les premiers avec son armée dans Berlin en avril 1945. Alors, Bagration, c'était la troisième des offensives. C'était Bagration, il y a eu 3 offensives simultanées. C'était la troisième qui a commencé le 18 juillet. Alors, le 18 juillet, je n'aime pas la vodka, je boirai un coup de champagne en sa mémoire. 18 juillet, alors j'ai plusieurs toasts à porter le 18 juillet. Alors je rassure ceux qui connaissent un peu leur histoire, sûrement pas au coup d'État de Franco le 18 juillet 1936 qui l'amènera ensuite au pouvoir après la guerre civile, mais en revanche, c'est l'anniversaire de Nelson Mandela, et je commémorerai aussi à cette occasion, bien sûr, le déclenchement de la partie d'offensive Bagration qui était de la responsabilité de cette 8e armée de la Garde. J'allais oublier, Vassili Tchoukov est enterré, il est le seul dans ce cas, sur le Mamayev-Kourgan, je ne sais pas si on dit Kourgat-Mamayev, qui est le promontoire qui domine Stalingrad. Il y a tout le fameux monument avec l'extraordinaire statue de la mère patrie. Eh bien, il est enterré parmi ces hommes. Tous ceux qui ont été sur ce site disent à quel point cet endroit est bouleversant. Vassili Tchoukov y est à sa place. Alors, concernant cette Deuxième Guerre mondiale, comment les Soviétiques l'ont menée, il y a toute une bataille qui est menée maintenant. On sait bien que dans l'immédiate après-guerre, tout le monde savait que le poids principal de la défaite des nazis en Europe était sur les épaules de l'armée rouge. Ce sont eux qui ont libéré l'Europe du nazisme, au point qu'il y a eu cette phrase prémonitoire de Zhukov qui dit nous les avons libérés du nazisme, ils ne nous le pardonneront jamais. Et malheureusement, c'est exact. Malheureusement, il avait raison. Et donc, l'histoire a été réécrite, et aujourd'hui, l'opinion publique, enfin, qui en général s'intéresse peu à l'histoire, l'opinion publique française considère que ce sont les Américains qui nous ont libérés. Éric Branca, que nous avons eu sur cette chaîne, nous a fait la démonstration
et il vient de la refaire chez Clémence Oudiakova à Toxin, la démonstration que les Américains n'étaient pas venus pour nous libérer. Il se trouve qu'ils nous ont libérés grâce à De Gaulle, qui a réussi à imposer immédiatement son pouvoir, et on rend le plus vibrant hommage à tous ceux qui se sont battus, tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour permettre cette libération. Alors, je reviens à l'Armée rouge. J'ai un petit conseil à vous donner. J'ai un petit conseil à vous donner. C'est, vous trouverez ça sur Internet. C'est de vous intéresser à un photographe soviétique qui s'appelait Dmitri Baltermans, qu'on avait surnommé l'œil de la nation, et qui a toute une série de photos en noir et blanc, de photos extraordinaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Je considère que c'est un des plus grands photographes qu'il m'ait été donné de voir. Alors, j'ai trouvé, moi, est-ce qu'on va le voir? Oui, oh, peut-être pas d'ailleurs, hein, le bouquin de Baltermans que j'ai acheté, non, on va peut-être pas, c'est tout le système, malheureusement, de, des fonds qu'on met derrière. Euh, Ce bouquin, il n'est pas disponible. Je l'avais acheté à l'occasion d'une exposition il y a une vingtaine d'années, mais on trouve beaucoup de choses sur le net et je vais vous proposer un tout petit montage de ces photos qui montrent ce qu'a été euh, ce travail, ce qu'a été le sacrifice de ces guerriers du froid à qui nous devons tant. Alors, pourquoi ai-je souhaité parler de l'affaire Trump et de rentrer un petit peu dans les détails de ce qui s'est produit aux États-Unis, de la fameuse décision dont on a parlé, y compris chez nous, en général sans la comprendre. Hélas, la culture juridique et judiciaire de ce pays étant d'une faiblesse insigne, j'ai souhaité en parler parce que ce qui vient de se produire me semble être un des symptômes, il y en a bien d'autres, un des symptômes de la crise politique, démocratique et judiciaire que traverse l'hégémon, c'est-à-dire la tête de l'empire occidental qui est en grave difficulté. Et le fait que l'hégémon lui-même, c'est-à-dire euh, la République américaine, soit confronté à cette triple crise que je viens de pointer, c'est quand même un signe assez important à étudier pour essayer d'imaginer ce qui peut se passer tout en prenant conscience de l'état catastrophique dans lequel se déroule tout ça. Alors, de quoi parle-t-on? Je vous propose d'abord de revenir sur les faits qui sont reprochés, qui étaient reprochés à Donald Trump. Ensuite, sur la procédure, pourquoi cette procédure? Pourquoi est-ce qu'elle s'est déroulée de cette façon? Ensuite, on jettera un petit coup d'œil sur les réactions aux États-Unis, ce qui sont quand même très importantes, et hélas aussi sur les réactions françaises. euh, qui témoigne de notre niveau de vassalité, de notre atlantisme indécrottable qui va encore s'exprimer à l'occasion de la commémoration du débarquement en Normandie. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quels sont ses faits? Depuis 2020, Donald Trump a dit et démontré qu'il voulait revenir au pouvoir et se faire réélire président des États-Unis. Il a développé plein de moyens, il est très populaire, il est très populaire, il y a toute une partie importante du peuple américain qui le soutient et il fait une peur bleue à ses adversaires. Ses adversaires qui savent bien que
euh, dans le nouveau combat des chefs, c'est-à-dire des deux vieillards, dont un est complètement sénile, c'est-à-dire Joe Biden, qui se profile, dans ce combat qui se profile, la défaite de Biden peut être envisagée. Or, celle-ci aurait des conséquences, c'est-à-dire que Donald Trump, qui a compris ce qui lui était arrivé à son premier mandat, où il a été très gêné par le blob, je vais dire un mot sur le blob, et a donc dit, Urbi et Orbi, un, qu'il prendrait les mesures pour mettre fin à ce système, et deuxièmement, qu'il se vengerait. C'est très clair, c'est ce qu'il souhaite. Alors, euh, le blob, c'est non pas l'état profond, on parle beaucoup d'état profond, les agences, etc. Le blob, non, c'est un ensemble. Emmanuel Todd disait un état superficiel, d'une certaine façon. Le blob, c'est un ensemble, c'est Obama qui l'a qualifié comme ça, qui rassemble des administrations corrompues, le complexe militaro-industriel, des élus corrompus jusqu'à l'os, euh, des systèmes mafieux dans beaucoup de secteurs importants de la vie publique. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a été décrit. Et Donald Trump a dit qu'il entendait y mettre de l'ordre. Donc, peur, panique chez certains. Alors, on a essayé à plusieurs reprises de le mettre en difficulté par les voies judiciaires. Grand classique en Occident désormais, c'est-à-dire que lorsqu'on est en difficulté politique, eh bien, on va instrumentaliser la justice à des fins politiques, justement, en essayant de disqualifier les adversaires. Coucou François Fillon, hein, nous, on a bien connu ça. On nous a installés à l'Élysée par une opération que je qualifie de coup d'État et en tout cas de révolution de couleur. On nous a imposé à l'Élysée un parfait inconnu après avoir liquidé son adversaire et qui était le favori de l'élection présidentielle, après avoir liquidé son adversaire par les voies judiciaires. Alors, euh, Trump a fait l'objet de tout un tas de procédures sur lesquelles je ne vais pas revenir. Celle-ci, qu'est-ce qui la caractérise? Il y a bien plusieurs éléments. Les faits eux-mêmes, c'est-à-dire que pour l'élection présidentielle de 2016, qui vont le porter au pouvoir, qui vont l'envoyer à la Maison-Blanche, Donald Trump aurait payé par l'intermédiaire d'un de ses avocats avec lequel il est désormais fâché, aurait payé une star du porno avec laquelle il avait eu une liaison. Il avait une liaison avec cette personne, et donc pour éviter qu'elle parle pendant la campagne électorale, il lui a fait verser, je crois que c'est 150 000 dollars. Bon, donc, c'est pas très brillant, mais le procureur de Manhattan, j'insiste sur la localisation du procès. Le procureur de Manhattan a décortiqué ça et a réussi à trouver 34 chefs d'inculpation contre Donald Trump. 34. Alors, il a bravé le peuple, il a violé la confiance, tout un tas de choses qui ont été identifiées, toute une série de crimes. C'est une espèce de galimatia assez prodigieux. Et les poursuites ont été intentées à Manhattan. Pourquoi? Parce que, s'agissant d'un crime dont les conséquences ont été les élections, sur le plan de la compétence territoriale, Manhattan pouvait être considéré comme utilisable. Donc, il y a eu cette procédure. Manhattan, qui est le district américain le plus démocrate, le plus woke, et le plus anti-Trump qu'on puisse imaginer. Donc, on a eu un jury sur mesure. Alors, ce jury, qu'est-ce qu'il a fait? Après des péripéties où Donald Trump a montré qu'il était aussi, c'est-à-dire emporté, complètement narcissique, brutal. Et donc, à la suite de cette procédure, le jury l'a déclaré coupable des 34 chef d'inculpation. Je n'utilise pas mise en examen parce que c'est un système qui est différent du nôtre. Donc, il y avait 34 chefs de poursuite, si vous préférez, et il a donc été condamné, enfin non, pas condamné, mais déclaré coupable. Coupable. La condamnation doit être prononcée par le juge.
le juge qui a arbitré les débats, qui a fait montre d'une partialité totale. Moi, j'ai suivi ça d'assez près. Le matin, je lis le New York Times, l'après-midi, le Washington Post, qui sont des journaux, mais totalement démocrates, fanatiquement démocrates. C'est assez amusant d'ailleurs de le constater. Et on a, par conséquent, une situation où désormais, celui qui va fixer la peine, c'est le juge. Je ne me rappelle plus son nom, tiens, je l'avais noté, puis je ne sais plus. Bon, enfin, peu importe, ce n'est pas très important. Donc, il va fixer une peine. Alors, on discute beaucoup, euh, tous, les, tous ceux qui poussent des cris de joie à la condamnation, espèrent qu'il sera mis en prison, qu'il aura un bracelet électronique, etc., etc., espèrent qu'il sera envoyé au bagne, y compris les stars d'Hollywood. J'ai vu le pauvre Robert De Niro venir se ridiculiser devant le tribunal. Toujours est-il qu'on attend désormais la, la peine qui lui sera infligée à la suite de cette déclaration de culpabilité. Alors, le problème, c'est que, quelle que soit cette peine, même si elle consiste je crois que le risque pour chacune des infractions, c'est 4 ans de prison. Mais, mais on peut cumuler aux États-Unis. Donc, on peut être condamné 34 fois à 4 ans de prison. Donc, ça fait 34 que multiplie 4, je n'ai même pas calculé. Donc, voilà la réalité. Le juge n'ira pas jusque-là. Le juge, enfin, je suppose. Moi, je me réfère beaucoup, et je vous invite à faire de même, à Jonathan Turley, Turley, qui est un universitaire démocrate, constitutionnaliste respecté, et qui contemple et commente cette catastrophe de façon navrée, mais qui donne quelques explications intéressantes. Donc, si Donald Trump est condamné à une peine de prison, quelle qu'elle soit, il pourra toujours être président des États-Unis. Alors, on va ajouter également que c'est une décision de première instance, qu'elle est susceptible d'appel et que cette procédure finira probablement, puisque les juridictions d'appel seront des juridictions new-yorkaises toujours, la procédure finira probablement devant la Cour suprême, je ne sais pas quand. En attendant, quelle que soit, et j'insiste, la peine qui lui sera infligée, il peut être président des États-Unis. Alors, là aussi, il y a des éléments qui témoignent euh, du caractère totalement manipulé de la procédure. Euh, juste un exemple, c'est le tribunal de district de Manhattan. J'ai dit ce qu'il fallait penser de son impartialité. Il y a un deuxième problème pour Donald Trump, c'est que ces décisions sont des décisions de district. Et s'il a une peine et qu'il est élu président, il ne pourra pas s'auto-amnistier. Si ça avait été une compétence fédérale, il aurait pu. Mais là, il ne peut pas. Mais là, il ne pourra pas. Hein. Seul, je ne sais pas s'il en a la compétence, le gouverneur de l'État de New York pourrait le faire. Peu de chance qu'il s'y risque. Voilà. Bon, alors, voilà pour ce qui concerne les faits. Ce qui est intéressant, ce sont les réactions qui ont été celles aux États-Unis. Premièrement, Donald Trump a immédiatement repris l'initiative. Il s'est qualifié de prisonnier politique. Il a lancé tous ses partisans sur le sentier de la guerre politique. Il a, en 48 heures, récupéré en dons politiques 54 millions de dollars. C'est vous dire, hein, à l'échelle de ce pays, ce que ça représente quand même. Donc, son camp est fou furieux. Fou furieux. Et si, pour une raison ou pour une autre, il était mis fin à cette candidature, ou si on considérait dans son camp que c'est ça qui a provoqué sa défaite, on peut s'interroger sur les réactions auxquelles on, sort, pardon, on serait alors confronté. Donc, la bataille est beaucoup moins judiciaire que directement politique. Et quand je parle d'un système judiciaire vermoulu, sinon effondré, je pense que dans le même temps,
hein, le double standard a fonctionné. La famille de M. Biden, avec son patron qui est Joe Biden lui-même, tous les éléments sont sur la table. Il y a eu le fameux ordinateur du fils Hunter, qui est un dépravé total, corrompu, fraudeur, drogué jusqu'à l'os, amateur de prostituées, etc. Il a, je veux dire, tout a été mis sur la table de la corruption de toute la famille sous l'égide du patron. Et là, naturellement, le ministère de la Justice américain fait tout pour empêcher les poursuites. Alors, il y a actuellement un procès qui concerne Hunter Biden. Bien évidemment, le camp républicain va s'en saisir pour essayer de faire avancer la cause de son champion. Je profite de l'occasion pour dire que pour ce qui me concerne, je pense que le résultat de l'élection présidentielle américaine, que ce soit Trump ou que ce soit Biden, ne, pour moi c'est la même chose. C'est le même empire vermoulu en crise qui met la planète à feu et à sang depuis 1990 et que ça ne changera pas. Et que ça ne changera pas et que simplement, je peux peut-être être amené à me réjouir que ce pays soit, par certains aspects, dans une situation aussi critique, c'est-à-dire perdre ses pouvoirs de malfaisance. Alors, voilà pour ce qui concerne la petite précaution concernant Trump, celui que Michael Moore appelait, je trouvais que l'expression était sympa, un cocktail Molotov humain. Donc, aucune sympathie particulière pour Trump, mais actuellement, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, ce sont eux qui mènent, qui poursuivent la guerre en Ukraine avec les néoconservateurs qui sont démocrate actuellement, et c'est lui qui soutient, finance, arme le massacre de Gaza que, vous le savez, je considère euh, comme un génocide sur le plan juridique. Alors, les réactions, je viens de le dire, ont été extrêmement nombreuses. Il y a eu les articles des journaux d'un bord, les articles de l'autre bord qui sont également intervenus, et surtout, ça a complètement relancé la campagne de Donald Trump, et ça a, comment dire, accentué la division. Sur lequel, le consensus bipartite sur lequel les États-Unis fonctionnent depuis leur création, il est brisé aujourd'hui. Il est brisé et ce qui vient de se produire là en est le symptôme. Alors, les réactions en France, mon Dieu. Alors, prenons l'exemple de Libération, la feuille provincialiste est totalement lamentable. Alors, comme les journaux les plus anti-Trump aux États-Unis avaient fait des couvertures avec marqué coupable, guilty, 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 ah ben ils ont fait pareil. Libé, ils ont regardé, c'est puéril, c'est complètement puéril. Ils ont fait une couverture, c'est-à-dire que tous les articles ou tous les comptes rendus concernant le fond du dossier sont faux en général ou témoignent d'une incompréhension totale et le système français s'est complètement aligné sur le Parti démocrate américain et cette partie des Américains qui détestent Trump et qui, tant bien que mal, soutiennent Biden. C'est assez impressionnant. Alors, il y a quelques Trumpistes dans l'opinion française, on en trouve de loin en loin sur les réseaux. Le problème, c'est que globalement, le système médiatique français est totalement asservi à cette orientation bideniste, démocrate de l'Empire aujourd'hui. Vous aviez eu à un moment, je crois que c'était en 2016, au Rassemblement national, une sympathie pour Trump. C'est fini. Ouh là là, c'est fini. Il y en avait eu pour Poutine aussi. Hop, hein, on largue tout parce que on veut se dédiaboliser, on veut montrer qu'on est comme les autres. À mon avis, c'est pas nécessairement de leur point de vue la meilleure stratégie, c'est-à-dire que la fonction de rupture, la fonction anti-système, la fonction tribunicienne a été complètement abandonnée. Personnellement, ce n'est pas une grande surprise. Donc,
Les réactions chez nous, outre que la presse raconte n'importe quoi, ment souvent, ne procède pas à l'analyse que nécessite un événement de cette nature sur la crise politique aux États-Unis, sur la crise démocratique et sur la crise judiciaire. Ce sont, pour le système occidental, trois mauvaises nouvelles. Aucune chance de les voir dans la presse française. Maintenant, je voudrais parler de personnes qui sont assez caractéristiques de la période que nous traversons. Et quand je parle de la période que nous traversons, c'est bien évidemment ce qui se passe à Gaza, le conflit israélo-palestinien, avec les horreurs qui se déroulent dans cette partie de la Palestine et qui sont qualifiées par moi au plan juridique de génocide par d'autres juristes, bien sûr, et qui ont été examinés par des juridictions internationales qui sont chargées de cette évaluation. Alors, je reconnais qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire concernant l'existence d'un génocide. Euh, L'analyse juridique et la décision judiciaire sont deux choses différentes. En revanche, on peut dire quand même que la CIJ a constaté les risques de génocide et a pris une décision exécutoire. Je vais en dire un petit mot. Je voulais parler de personnes qui sont montées au créneau, qui tiennent le front et qui se déconsidèrent et se déshonorent. Et ça peut apparaître curieux de voir ces militantes qui ne représentent pas grand-chose, qui n'ont aucune autorité, aucune légitimité concernant ce sujet qu'elles abordent, mais elles l'abordent en tant que, je me répète, militantes d'une cause, celle d'Israël et celle de ceux qui le dirigent aujourd'hui, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou et sa bande. Alors, il y a, bien évidemment, je vais parler de l'une d'entre elles qui est, à mon avis, très significative. Il y a, bien évidemment, la pauvre Françoise Degois qui est au four et au moulin et totalement passionnelle, qui dit en général absolument n'importe quoi et commence toujours ses diatribes par je combats depuis toujours Netanyahou, et puis ensuite elle soutient ce qu'il fait. Donc elles disent ah non, c'est pas un génocide, à ceci, à ceci, à cela. Bon, c'est relativement pathétique. Elle est devenue un sujet de rigolade sur les réseaux. Euh, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a également Rachel Kahn qui a été intronisée comme une espèce d'icône et qui vient en permanence, bon, effectivement, défendre sa cause, qui est celle de l'État d'Israël et de ceux qui le dirigent, et qui vient là, par exemple, de dire, voilà, vous vous rendez compte, la pression est terrible. Je suis rentré dans un taxi et il y avait une sourate du Coran qui demande la destruction d'Israël. Pardon? Le Coran, il a été rédigé il y a 1400 ans et Israël a été créé, enfin, par la déclaration d'indépendance en 1948. Il faudrait arrêter de dire des bêtises en essayant d'argumenter de façon aussi, euh, enfin, je veux dire, je cherche le mot pour pas être trop insultant, mais bon, c'est ridicule. Il y a Madame Bergeau-Blacker, qui est une sociologue qui est sortie complètement de l'anonymat, qui a écrit un livre sur les frères musulmans. Je ne l'ai pas lu, hein, ce livre sur les frères musulmans, mais depuis, elle a été intronisée comme combattante de l'islam. Ça, c'est clair. Et par conséquent, comme elle est combattante de l'islam, contre l'islam, à ce moment-là, elle devient soutien indéfectible d'Israël et de ceux qui le dirigent, malgré tout ce qu'ils peuvent faire actuellement en Palestine. Et elle est sur tous les fronts. Alors, l'algorithme est taquin. Hein. Moi, j'ouvre mon Twitter, où je suis assez actif, et crac, j'ai les tweets des trois personnes que je viens de citer. Alors, il y en a une troisième, et c'est d'elle que je vais parler, c'est Géraldine Wessner. Elle est journaliste, journaliste au point, elle a multicarte, ce qui est tout à fait son droit et ce qui n'est pas déshonorant, mais elle a décidé de se lancer elle aussi dans le combat et de tenir le front.
et elle intervient à tort et à travers sur tout un tas de sujets. Alors, elle a des compétences, semble-t-il, sur le terrain scientifique. Elle a mené un combat juste, faut le dire, concernant l'énergie nucléaire, heu, à laquelle elle est favorable et je pense que c'est l'intérêt de la France. Mais là, elle dérape. Elle dérape, elle est, totalement mobilisée, et elle a, commis, un tweet abominable. Un tweet abominable, alors dont après elle s'est expliquée et il faut être honnête, je vais dire comment elle s'est expliquée. Alors je vais le lire ce tweet. Il y avait un débat je vais le lire, vous l'avez sur l'écran, hein. «Encore une fois, il n'y a pas de journaliste palestinien. Vous collez un concept occidental sur une entité qui n'existe pas». Mais c'est terrible, cette formulation. C'est terrible. C'est-à-dire que on vient dire: «Non, non, attendez, 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 journaliste, un concept occidental, hein, je ne sais pas d'où ça sort ça, hein, mais l'arrogance, suprémaciste, s'exprime, de façon claire et ensuite, il ne peut pas y avoir de, journaliste, palestinien». Alors bon, moi j'avais répondu: «Mais attendez, moi je connais des journalistes palestiniens, j'en connais, qui sont des vrais journalistes au sens où moi je l'entends. Je connais, des musiciens palestiniens, je connais des artistes palestiniens, je connais des humoristes palestiniens, je connais des écrivains palestiniens, j'en ai fréquenté, des avocats palestiniens, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette, formulation? Alors, ça a fait un tel scandale qu'elle s'en est expliquée. Elle s'en est expliquée en disant: «Voilà, ce que je voulais dire» et elle s'en est excusée aussi, du caractère terrible de cette mais qui est écrite et internet n'oublie rien, hein. Tout le monde a la capture d'écran, vous l'avez vu sur, cet écran-là justement et par conséquent, c'est indélébile. Heu, je voulais parler du fait que les, journalistes palestiniens, n'avaient pas la liberté de s'exprimer et que le Hamas contrôlait ce qu'ils disaient et que par conséquent, on ne pouvait pas considérer que c'était des vrais journalistes. Mais pardon? Mais pardon? Des journalistes palestiniens. Il y a cette journaliste qui a été tuée volontairement. Toutes les enquêtes l'ont démontré, qui était à Al Jazeera, qui a été abattue par un sniper israélien. Hein. Elle travaillait à Al Jazeera. Ce sont des journalistes qui sont à Al Jazeera. Dans la bande de Gaza, oui, il y a des journalistes qui sont en temps de guerre. Je le rappelle, en temps de guerre, qui sont contrôlés pour certains par le Hamas, mais faut m'expliquer pourquoi. Euh, Israël a eu à ce point peur de ces journalistes sur Gaza qu'il en a abattu volontairement. Toutes les enquêtes le démontrent, volontairement, plus de 100. Je ne sais pas quel est le chiffre aujourd'hui. Hein. Et pourquoi, si c'est si formidable, la conception occidentale des journalistes et par conséquent la conception israélienne, pourquoi l'armée israélienne, pourquoi l'État israélien dirigé par M. Netanyahou interdit l'entrée des journalistes dans Gaza? Interdit. Parce qu'il pourrait dire ce qu'il s'y passe. Hein, et comme a dit Dominique de Villepin, lorsque la guerre sera terminée et qu'on pourra rentrer dans Gaza, on saura mieux ce qui s'est passé. Et on risque d'avoir des chocs. Bon, donc, Madame Wessner, vous avez bien écrit cela. Bon, vous êtes excusé par un raisonnement alambiqué qui n'est absolument pas recevable. Il y a des journalistes palestiniens, oui. Hein. Et je vais ajouter, il y a des journalistes israéliens magnifiques. Je pense à Gideon Lévy, mais il n'est pas le seul. Hein, il y en a d'autres. Simplement, regardez sur l'écran, hein, on est en temps de guerre. C'est la page de Haaretz, qui est le journal entre guillemets de gauche israélien. Hein, voilà cette page. C'est la censure qui lui est imposée par l'État israélien. Ah oui, ben là aussi les journalistes sont contrôlés. Là aussi les journalistes sont contrôlés. Il n'y a pas que dans la bande de Gaza par le Hamas. Hein, si tant est qu'ils le soient tous, ce qui n'est pas vrai. Donc, bon, on aurait pu imaginer qu'elle allait se faire un peu plus discrète.
après ce tweet déshonorant? Ben non. Elle en rajoute, elle en rajoute, elle revient, elle continue à exprimer ce suprémacisme, cette arrogance occidentale, parce que ça, c'est et les 3 autres que j'ai cités, il y en a sûrement d'autres, les 3 autres que j'ai cités, finalement, présentent toutes, cette même caractéristique, et qu'on voit avec Géraldine Wessner, cette caractéristique d'une arrogance extraordinaire, qu'elles mettent au service de leur cause. Elles ont le droit d'avoir cette cause, c'est pas ça la question. Elles ont tout à fait le droit, comme Françoise de Gois, de soutenir l'État d'Israël et ceux qui le dirigent. Alors, avec Françoise de Gois en disant: «Ah oui, mais non, moi je combats Netanyahou». C'est quand même formidable, quoi. Pour l'instant, hein, c'est lui et tous ses copains qui dirigent, ça fait 20 ans que ça dure et ça va durer encore un moment. Bon, donc parce que la seule démocratie du Proche-Orient présente cette caractéristique, on nous la sert en permanence, c'est qu'elle envoie systématiquement au pouvoir des extrémistes néofascistes. Pèse-moi en le disant, euh, c'est une réalité. Et donc, ces personnes euh, ont, à l'occasion de ce qui se produit aujourd'hui, adopté une attitude arrogante. Je veux dire, voilà, on se croit un peu tout permis. Alors que quelquefois, on franchit le trait de l'inacceptable. Hein, mais après, on revient tranquillement pour recommencer à dire les mêmes choses. Je ne veux pas reciter la prose de Madame Wessner. Je constate simplement que certains seraient quand même avisés de faire preuve, d'humanité, de mettre leur suprémacisme dans leur poche et parfois de se faire discret. Alors, maintenant, nous allons parler de Monsieur François-Xavier Bellamy, qui était apparu dans la campagne des élections européennes précédentes. Il avait été annoncé à des hauteurs importantes, il avait fini très bas. Il nous avait été présenté comme un philosophe, un personnage avec une certaine hauteur de vue, qui allait réenchanter la politique pour les LR. Bon, il a disparu complètement pendant 6 ans, jusqu'à ces nouvelles élections désormais, et où, hop, on le sort de sa naphtaline. Quand on va jeter un coup d'œil sur ce qu'il a fait au Parlement européen, on s'aperçoit qu'il a voté toutes les euh, délibérations qui renforcent l'emprise de l'Union européenne sur la souveraineté française et qui renforcent également les règles qui permettent au néolibéralisme de prospérer. Voilà. Et il est effectivement fidèle à la ligne de son parti. Le problème, c'est que là, il arrive pour une nouvelle campagne. Alors, je pense qu'il redisparaîtra après. Il arrive pour une nouvelle campagne en étant confronté à un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde. Et il y a le conflit israélo-palestinien. Alors là, il montre qui il est. C'est-à-dire, alors il est catholique, revendiqué, etc. Le massacre des enfants de Gaza ne lui pose aucun problème. Il ressort à chaque fois les éléments de langage de Netanyahou et il s'oppose à toute évolution qui serait susceptible de mettre fin à ce massacre. Alors, j'ai pris une interview donnée à la radio dans laquelle il dit un certain nombre de choses qui montrent bien le caractère vertigineux de sa bassesse. Oui, oui, j'utilise ce terme, c'est de la bassesse. D'abord, après la décision de la Cour internationale de justice, ordonnant à Israël d'arrêter son opération militaire à Rafah, il y a eu 60 bombardements, dont un particulièrement spectaculaire et meurtrier sur une zone où des Palestiniens étaient réfugiés, provoquant un abominable massacre, un de plus. C'est évidemment absolument terrible. Je crois qu'il faudra faire toute la lumière sur les conditions de cette frappe et sur ses conséquences réelles. Alors, lui, ça l'embête un peu quand même, hein. Il nous dit oui, mais voilà, il va falloir que l'enquête détermine ce qui s'est passé. Ah bah oui, formidable, hein. Les enquêtes, on les confie au bourreau. Celui qui va procéder à cette horreur, c'est lui qui va enquêter. Ben voyons.
Ben, excusez-moi, mais je ne lui fais aucune confiance. Ah ben, lui, naturellement, monsieur, Bellamy s'en remet. Moi, je le dis depuis des mois, nous n'avons jamais changé de ligne. Je crois qu'il faut rappeler qu'Israël a le droit de se défendre parce qu'Israël est agressé. Dans cette affaire, beaucoup semblent l'avoir oublié. On vient de l'entendre. Heu, rappelez d'abord que Israël a le droit de se défendre. Absolument. Israël a le droit de se défendre, mais les Palestiniens ont le droit de lutter contre leurs colonisateurs, y compris et surtout par les voies militaires. Terrorisme, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais effectivement, Israël a le droit de se défendre, mais les Palestiniens ont le droit de lutter pour leur émancipation et pour être enfin libérés de la colonisation. Beaucoup nient aujourd'hui malheureusement la réalité du 7 octobre, qui a été un attentat terroriste islamiste, le premier pogrom antisémite de l'histoire du XXIe siècle, par le... On parle de pogrom. Alors ça, c'est un élément de langage qui a été fourni. Je crois le premier qui en a parlé, peut-être c'est BHL. Il a aussi parlé des Einsatzgruppen, sans mollir du Hamas. Alors, euh, pogrom, non, c'est pas un pogrom, je suis désolé. Quoi qu'on pense de ce qui s'est produit ce jour-là, de la dimension terroriste, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis. Je rappelle qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une opération militaire, mais je vais ajouter aussi que le terme pogrom est utilisé à dessein. Non, 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 ça n'est pas un pogrom. Le pogrom, on sait ce que c'est. Ce sont des massacres, des émeutes suivies de massacres et de pillages des populations juives d'Europe centrale. C'est ça un pogrom. C'est ça un pogrom, c'est ce qui le qualifie, d'ailleurs le choix du terme. Donc cette façon d'user de mots comme ça de la part de ce monsieur qui se pique de philosophie, c'est totalement lamentable. Personne n'a dit que le massacre opéré par Israël était une ratonnade. Ça ne me viendrait pas l'idée de le dire. C'est exactement le symétrique de l'usage de ce mot qui est usage tout à fait condamnable. Nombre de victimes qu'il a faites, mais Israël a le devoir de se défendre dans le respect du droit international. C'est une évidence. Et nous avons demandé un cessez-le-feu humanitaire au Parlement européen depuis des mois. Nous disons aujourd'hui, malgré tout, je crois que c'est ce qui doit être rappelé, que cette guerre pourrait s'arrêter demain si le Hamas choisissait enfin de libérer les otages qu'il retient. Ah, Monsieur Bellamy nous dit que Israël doit se défendre dans le respect du droit international. Bien, il est très fort en droit international, Monsieur Bellamy. Le respect du droit international, Monsieur le philosophe, c'est exécuter les décisions de justice rendues par la juridiction chargée du respect du droit international, qui s'appelle la Cour internationale de justice, créée en même temps que l'ONU, qui rassemble tous les pays du monde et qui a pris une décision ordonnant à Israël d'arrêter immédiatement son intervention militaire sur Rafah. C'est ça le droit international. Ne le faisant pas, refusant d'exécuter une décision légitime, rendue après une procédure légitime, un débat contradictoire légitime, une décision conforme au droit international et ayant été rendue par la juridiction dont c'est l'office, eh bien, le respect du droit international, Monsieur Bellamy, c'est pas de continuer à bombarder, c'est d'exécuter la décision qui a été rendue. Et le pire, c'est qu'il n'aura même pas honte. Il n'aura même pas honte de cette position. Alors, nous avons toujours défendu. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous ne préconisez pas le respect du droit international, vous soutenez sa violation. Israël s'est transformé en État paria. Alors, Netanyahou, mais vous devez être enchanté, monsieur Bellamy. Il a dû dire, c'est une décision, mais il l'a dit d'ailleurs, c'est une décision antisémite, et par conséquent, nous refusons de l'appliquer. Donc, nous refusons de respecter le droit international. Un commentaire, monsieur Bellamy? Non, vous ne ferez aucun commentaire. Vous êtes totalement, mais totalement déconsidéré. S'il en était besoin, je ne sais pas quel sera votre score à l'élection
européennes, aux élections européennes, pardon, et je sais simplement que vous redisparaîtrez après dans votre trou et ce ne sera pas une mauvaise nouvelle.